L'IA, en termes de technologie, c'est la technologie du moment. Pourquoi est-ce que depuis 2-3 ans, c'est aussi important? Alors c'est vrai, je pense que tu dis quelque chose qui est très important, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un terme qui est usé de façon peut-être abusive, mais en vérité, c'est un champ de recherche qui existe depuis des années. Et donc l'intelligence artificielle, de base, c'est vraiment la continuité des statistiques. Donc en anglais, on utilise AI, Artificial Intelligence et Machine Learning presque de façon, on peut utiliser l'un comme l'autre. Mais c'est vraiment comment est-ce qu'on apprend à des machines à, à apprendre. C'est vraiment ça. Apprendre aux machines à apprendre. Et c'est hyper important de se rendre compte que oui, c'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, ce qui a vraiment changé quand ChatGPT a été lancé, c'est déjà, en 2022, c'était on a créé un produit. Et donc, peu importe, ce qui montre en fait que peu importe euh, le statut ou l'évolution d'un domaine de recherche, tant qu'il n'y a pas un produit avec lequel les gens dans le monde entier peuvent interagir, cette recherche ne sert à rien. Et donc, en fait, c'est ça, c'est cette interface qui est ChatGPT, qui est une interface simple. C'est juste une boîte où tu peux rentrer ton texte et tu vas avoir une réponse. C'est la chose la plus intuitive, la plus facile à utiliser. Et en fait, on a créé un produit qui permettait d'exposer toute cette recherche pour tout le monde dans le monde. Et c'est là que les gens ont pu se rendre compte de ce qui était possible aujourd'hui. Donc ça, c'est en 2022. C'est vraiment la création d'un produit intuitif. Et en fait, depuis 2022, ce qui s'est passé, c'est que les modèles se sont juste énormément améliorés. Je me souviens utiliser ChatGPT en 2022 et aujourd'hui, la qualité de la réponse n'est pas la même. Le taux d'hallucination, qui est un problème en IA générative, a énormément réduit. Aujourd'hui, tu peux avoir des modèles qui t'écrivent des analyses que des gens dans des cabinets de conseil te feraient. Le modèle te le fait en 5 minutes. Et pour un cabinet de conseil, tu as besoin d'une semaine. Donc, tu vois, il y a quand même une expertise qui a énormément augmenté et une reliability. Tu peux faire confiance aux résultats d'un modèle, beaucoup plus qu'en 2022. Il y a en plus une grosse révolution qui arrive, c'est que justement la dépendance à la technique va diminuer. En fait, l'IA se commoditise. N'importe qui peut commencer à faire des petites choses avec les IA généralistes qui existent. Et du coup, ça nous amène à une vraie réflexion philosophique, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qui va devenir du travail? On peut aller très très loin dans cette réflexion si tu veux, parce que aujourd'hui, tout ce qu'on sait, nous, historiquement, c'est que la croissance ou la valeur, c'est une fonction du capital et du travail. Et pendant des années, on faisait des calculs, on arrivait à dire le capital avec un coefficient plus le travail avec un coefficient arrivait à donner des chiffres de croissance. Ok. Effectivement, il y a toujours eu un delta qu'on n'arrivait pas à expliquer. Il y a une école économique qui s'appelle l'école de la croissance endogène qui a essayé d'expliquer comment le facteur technologique pouvait expliquer ce delta. Donc d'endogénéiser la technologie, les infrastructures, tout ce qui est, on va dire, vertueux, tout ce qui crée des externalités positives sur l'économie. Et ce qui est très très drôle, c'est que oui, en faisant rentrer le facteur technologique, on est arrivé à expliquer pourquoi est-ce que travail plus capital, c'était toujours en dessous de la vraie valeur qui était créée. Aujourd'hui, le travail va disparaître. Donc, in fine, cette nouvelle fonction, il faut la revoir. Il faut l'imaginer comme technologie plus capital. Je le dis, les 10 dernières années pour faire du capital, c'est les 10 années qu'il y a devant nous. C'est fini après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y aura un monde où ceux qui auront du capital vont faire travailler des IA, puis par la suite des hardware, donc des robots équipés en IA. Les cols blancs vont être les premiers impactés dans les 5 prochaines années. Je suis désolé de le dire, hein, mais avocats, notaires, même médecins, notamment dans la radiologie, il vous reste 5 ans. Il vous reste 5 ans. Soit vous allez vous y mettre, soit une IA va vous remplacer ou quelqu'un qui la maîtrise va vous remplacer. Et pour l'école bleue, il reste 10-15 ans parce qu'aujourd'hui, la robotique, elle est là. Elle n'est pas encore parfaite, mais elle se perfectionne jour après jour. Mais les coûts sont encore élevés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de rentabilité. Ouais. Donc, in fine, demain, cette fonction dont je parlais, ça va être
technologie plus capital. C'est pas le capital qui devient moins important, c'est le travail qui devient moins important. L'IA sera incontournable. Et l'IA nous permettra probablement de contourner le défi de la langue et de la viralité, qui est un peu dur, euh, compte tenu du nombre de langues qui sont parlées au Maroc. Donc oui, on est en train de préparer quelque chose avec de l'IA qui devrait être assez puissante pour démocratiser de manière définitive, en tout cas que la langue ne soit pas une barrière à l'entrée du e-commerce et du food delivery. Ça devient important, ça parle beaucoup de ça aux États-Unis actuellement, de l'importance de la partie distribution et branding. Ça parle beaucoup de ça parce que la barrière à l'entrée في software تحت qui يقولوا زعما dans 1 an, 2 ans, il a le vibe coding ou la mature au point de pouvoir sortir ou pouvoir enable des non-tech founders ils sortent des choses rapidement. Ça va devenir fou, tout le monde va lancer des choses. Et donc, il n'y aura pas beaucoup de mots في الجهة ديال product dev qui يقولوا la barrière غتاح et du coup شنو غيولي فين كاين plutôt le mot ou defensibility ou le value غتكون في البراندين ou في distribution. Du coup là tout le monde c'est de هاد الساعة c'est au niveau on est au stade open questions. Ouais, c'est ça, Personne ne c'est ça. sait mais ça parle de ça, ça parle aussi de منين on va multiplier fois 10 le nombre de boîtes qui se créent tech شنو هما les nouveaux problèmes. Tu vois avant d'abord grâce à l'IA on peut tout le monde va créer beaucoup de choses. Ah, quels sont très les problèmes que rapidement. ça crée? Ça va créer des problèmes. Parce Ouais, que moi, je vois les sujets cyber, non? Cybersécurité, j'ai l'impression que ça big devient énorme. time. Parce que d'abord, Big time. واحد, il fait un truc Non, en big utilisant time. Lovable et Non, big time. avec Big plein time. de HAD. Big time. J'ai vu tout à l'heure sur LinkedIn le CTO de Hugging Face, CTO français, qui avait pris un screenshot d'une discussion sur Reddit et qui dit comme quoi la data de ChatGPT privée, avant, normalement, OpenAI ne la gardait pas, ou après, il y avait eu des problèmes en justice entre OpenAI et le gouvernement américain pour leur imposer de garder, de ne pas supprimer cette data, même quand toi, tu dis supprime. Et ouais, c'est ce qu'il a dit. Ok. Et donc, pour le privacy, data, c'est des gros topics. C'est quoi les autres sujets que ça crée? Le fait que plein de gens créent des choses? Il y a le sujet média. Quand tu vois le VO3 de Google qui crée des vidéos, Ouais. et quand tu vois que ce que tu fais aujourd'hui, avant, il était difficile à faire, et avec tout ce qu'on voit, les outils, le volet média est assez fort. Qu'est-ce que tu peux créer derrière? Surtout un pays comme le Maroc, la prod est ديما كانت غالية, et là, tu as le prix de la prod. C'est quoi l'impact? Qu'est-ce qu'on va voir sur YouTube, sur d'autres Tu vas pouvoir plateformes? créer des choses incroyables, beaucoup Tu plus vois. facilement, des séries, des films, être Tu hyper vois. créatif. C'est L'animation aussi. Local غيولي un grand sujet. Je pense que غيولي un grand sujet bientôt. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui faire avec l'IA? Alors, wow, quelle question. Alors, moi, je peux te dire comment moi je l'utilise et je peux te dire comment je vois les gens autour de moi d'environnements très différents l'utiliser. Moi, je l'utilise donc pour préparer mes présentations, que ce soit pour préparer le texte ou pour générer des images que je peux ensuite mettre dans mes présentations. Je l'utilise pour apprendre des choses. Je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de poser des questions. Et je pense que du coup, par exemple, quand on est une famille et qu'on a des enfants, c'est incroyable parce que tu sais, quand tu as un enfant qui te dit pourquoi la lune me suit dans la voiture et que tu n'as pas la réponse directe. Moi, j'ai pas d'enfant, mais je lui pose des questions d'enfant parfois. Ouais. Tu vois, c'est incroyable, c'est des questions d'enfant et c'est un modèle qui va pas te juger et qui va vraiment, tu peux lui dire, j'ai pas compris ton explication, explique de façon plus simple et il va toujours s'adapter à toi. Et en fait, c'est ça qui est vraiment, pour moi, l'un des pouvoirs de l'IA, c'est que il va s'adapter à toi et il va te donner la meilleure réponse pour toi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, donc tu parlais de mémoire, et c'est pour ça que je trouve que la mémoire, c'est un des core value proposition du produit, c'est que il va former une représentation de toi, de Simo, et il va se dire, OK, Simo, pour qu'il comprenne vraiment ma réponse, il faut que je la formate de telle façon, il faut que j'utilise tel mot-clé, des trucs comme ça. Et donc, en fait, ça va faire que toi, tu vas
comprendre mieux son résultat. Et la façon d'imaginer, c'est vraiment comme un prof qui s'adapte à ses élèves. Et donc je l'utilise pour mes présentations, je l'utilise pour générer des images, je l'utilise aussi énormément pour écrire du code. Ça, c'est peut-être l'utilisation numéro 1. Pour moi, c'est incroyable à quel point ça augmente ma productivité. Je l'utilise pour m'aider à traquer mes goals dans la semaine, pour me faire des plans de workout, des choses vraiment simples, utilitaires. Je l'utilise aussi, j'utilise notre voice mode. Donc ça, c'est un truc qui est moins connu, mais Donc le voice mode, c'est le fait de pouvoir discuter avec. Ouais, tu peux discuter avec. Et ça, c'est hyper utile, notamment quand j'essaye de brainstorm des idées. D'avoir quelqu'un à qui... D'avoir quelque chose avec qui je peux itérer sur des idées à l'oral de façon rapide. J'utilise aussi les capacités agentiques. Donc, c'est-à-dire que des fois, ChatGPT peut envoyer mes emails. Donc agentique, c'est on va parler de tout ça, mais donc l'agentique, c'est la partie agent, c'est-à-dire le fait qu'il puisse avoir des actions sur la réalité. C'est-à-dire il va aller envoyer un email, répondre à quelque chose, réserver un restaurant, ce genre de choses. Ouais, exactement. Okay. Donc, pour le moment, on a Operator, qui est, c'est un produit d'ailleurs sur lequel j'ai travaillé, qui est un modèle agentique. Donc, tu vas lui dire, comme tu viens de dire, book-moi un restaurant, et tu peux le laisser, il va te booker ton restaurant. Et donc ça me fait gagner énormément de temps dans la semaine. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la chance que c'est de grandir aujourd'hui dans le monde. D'avoir cet outil dans ta poche qui t'accompagne à n'importe quelle heure de la journée, qui est gratuit d'ailleurs. On a une tranche gratuite et ça ne va jamais changer. On aura toujours une tranche gratuite, donc tu peux gratuitement accéder au meilleur modèle n'importe quand et tu peux leur poser autant de questions que tu veux. C'est quand même incroyable. Ouais, ça, c'est vrai que c'est incroyable. Et c'est vrai qu'il y a une version qui est gratuite et tu vois, se dire que n'importe qui dans le monde, s'il veut apprendre... je sais pas, les maths, un sujet spécifique, il peut discuter sur son téléphone et apprendre et poser des questions et faire des exercices avec une IA qui s'adapte. C'est incroyable. C'est incroyable et en fait, je pense que dans l'éducation, la personnalisation, c'est un vrai challenge. Ouais, parce totalement. que forcément, et encore plus dans des pays en voie de développement ou des pays émergents, tu peux pas avoir des profs qui vont avoir une attention qui est ultra personnalisée. Et là, c'est un petit peu le maximum de la personnalisation. Moi, je pense, pour le sujet de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus un outil. Et comme aujourd'hui, on utilise les PC, en fait, il y a des gens qui utilisent les PC sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans, sans savoir comment ça fonctionne. Mais par contre, ils ne peuvent pas fonctionner ils ne peuvent pas faire leur métier sans de l'informatique, sans le PC. C'est aussi simple que ça. Je pense que ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, c'est ça. On a un outil qui est formidable, qui est dangereux au sens, si on utilise de l'informatique, de l'intelligence artificielle sans avoir un œil critique, c'est juste catastrophique parce que l'intelligence artificielle est certainement tout sauf intelligente. Donc elle récupère de la donnée, qu'elle structure, qu'elle manipule dans tous les sens, qu'elle agrège et vous donne un résultat selon un algorithme qui a été fait. Et donc là, l'intelligence artificielle n'a ni émotion, même si aujourd'hui on dit qu'elle est capable de détecter l'émotion, mais c'est simplement sur de la donnée et donc pas l'émotion au sens propre du terme. Donc il faut... Et d'ailleurs, les plus gros challenges que nous avons avec l'intelligence artificielle, c'est cette capacité de pouvoir critiquer, de pouvoir challenger, de pouvoir questionner la réponse que nous avons. Et aujourd'hui, la plupart des gens, en tout cas autour de moi, qui utilisent sciemment et de manière consciente l'intelligence artificielle, utilisent plusieurs outils, pour ne pas les nommer, et comparent les résultats. Okay. Plus celui de celui qui utilise, qui dit... Finalement, la qualité qui reste humaine, c'est le jugement, en fait. Exact. Il faut avoir du jugement, il faut avoir un jugement qui... Et ce qui est contre-intuitif, c'est qu'en fait, on aurait pu penser que c'est la créativité qui reste, mais je trouve que les intelligences artificielles sont très créatives. C'est-à-dire que brainstormer avec une intelligence artificielle, c'est très très puissant, parce que ça va facilement générer beaucoup d'idées. Exactement. Mais en revanche, le choix reste humain, quoi. Et le choix, et puis aussi...
Donc aujourd'hui, on a les métiers de prompting. Donc, comment on va poser la question? Et aujourd'hui, vous mettez deux personnes en face d'outils d'intelligence artificielle. Les deux peuvent avoir des résultats différents parce qu'ils vont poser les questions différemment. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est surtout un outil d'accélération qui va augmenter le résultat. Déjà sur la partie rédaction, parce qu'on a toujours le site internet, une grande partie qui se faisait de manière manuelle se fait aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Et ça, c'est le plus simple en tout cas. Quand on voit l'intelligence artificielle aujourd'hui, les capacités, c'est sur la partie rédaction. Ça, c'est juste évident. Donc ça nous a permis de gagner énormément de temps. Alors, on peut double-cliquer sur ça, c'est intéressant. C'est des méthodes que vous avez appris aux gens qui écrivent pour utiliser l'IA pour écrire plus vite. Absolument. C'est des process que vous avez mis en place comme ça? Absolument. Il y a le site internet et une partie, en tout cas, la quasi-majorité des articles qui se font, ça va être un prompt, en tout cas, de notre rédacteur. Et l'IA va non seulement corriger un peu prompt, ce c'est le qu'il message fait, que tu envoies. c'est le message que tu envoies. Et puis, ça va sélectionner des articles qui sont similaires sur Internet, l'info que notre rédacteur aussi a donné et tout le texte qu'il y a avec. Et ça va permettre de faire dans tout le un prompt, travail tu mets qui tout était ça. fait. Tu lui Absolument. demandes de chercher, Absolument. de mettre certaines infos que vous avez. Ça te donne une version que tu retravailles, etc. pour que ce soit la qualité attendue. Donc, le plus direct, c'est ça, c'est de la rédaction. Après, la rédaction, c'est pas le plus grand de ce qu'on fait. On a switché en format vidéo. Et même sur cette partie-là, il y a toujours quelques limitations avec le Derija, parce que ça fonctionne un peu, mais il y a toujours beaucoup d'apprentissage qui doit être fait. Mais là où ça a été, en tout cas c'est le plus marquant, que ce soit pour nous en tant que média, mais aussi pour beaucoup de créateurs, c'est sur l'exécution. Comment est-ce qu'on a de l'IA? Oui, on a de l'IA. Qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a déprogrammé tous les systèmes d'AXA, et ça c'était contractuel, et on a reprogrammé, et on a décommissionné tout AXA, et on a développé nos systèmes en 1 an. On a déprogrammé AXA, donc tous les systèmes on a qui étaient utilisés, qui étaient reliés au système d'AXA. On a tout coupé en 1 an. Et ensuite décommissionné, ça veut dire? C'est qu'on a tout enlevé, on a mis nos systèmes. D'accord. Donc on a tout redéveloppé en 1 an. C'est énorme. Et donc ça, c'était beaucoup de travail. Pour gérer une compagnie d'assurance, c'est complexe, donc il faut des systèmes complexes. On a tout fait. En 1 an, on a mis tous nos systèmes et coupé les 3 ou 4 systèmes qui étaient liés au système d'AXA. Ensuite, on a plugué beaucoup d'innovations dessus, y compris un peu d'IA. Je ne veux pas dire qu'on fait de l'IA parce que c'est trop présomptueux à ce stade, mais ce qu'on sait faire en IA, c'est quand un sinistre arrive, les personnes qui traitent, il y a des copilotes IA à côté d'elles qui les aident à rédiger les messages, qui par exemple, quand un Portugais appelle, parce j'ai pas nécessairement un Portugais qui va lui répondre, mais la personne qui va lui répondre va avoir de la translation sur les WhatsApp et va lui répondre dans sa langue. Il y a un peu d'IA autour de ça. Il y a l'IA qui corrige les messages, il y a de l'IA qui rajoute de l'empathie dans les messages. Donc, il y a de l'IA qui gère l'interaction que nous avons avec nos assurés un peu partout en Afrique. C'est pour ça que je ne veux pas dire, c'est un peu trop tôt pour dire qu'on fait de l'IA. Disons qu'elle fait une partie de notre travail, mais on n'en est pas à avoir plugué de l'intelligence artificielle dans nos process de façon plus profonde que ça. Et ça viendra, on y réfléchit. Beaucoup de tâches sont automatisables aujourd'hui. C'est pas parce qu'elles sont automatisables qu'elles sont automatisées, mais c'est une question de temps et de coût. Pourquoi? Parce que c'est pas encore rentable de les automatiser? En fait, il y a une inertie dans les organisations. On peut pas venir licencier 10 000 personnes comme ça, d'une part, même si ça va se faire, mais petit à petit. On commence déjà à le voir au niveau des États-Unis et de l'Asie, mais c'est step by step. Donc cette inertie-là, inhérente aux grands groupes, elle est là, mais elle va pas durer ad vitam aeternam. Et aussi des histoires de rentabilité. Alors aujourd'hui, les coûts des IA sont divisés par 2 tous les 3 mois. Donc in fine, la rentabilité, elle va arriver très vite. L'inertie corporate, elle va très très vite se dissiper. On y est. En tout cas pour les cols blancs, on y est. Donc col blanc, juste pour expliquer, c'est tous les métiers, comment on peut appeler ça? Intellectuel. Knowledge work, on dirait. Knowledge work, tout ce qui est, pour simplifier, écrire, synthétiser, faire des slides, faire des calculs. Exactement. Et en fait, écrire et compter, si on simplifie sur les compétences. Écrire, compter, réfléchir. Voilà.
En fait, on ne s'y attendait pas. Tout le monde pensait que ça allait d'abord avoir un impact sur les métiers manuels parce qu'on allait arrêter. Mais in fine, la révolution qui a commencé, bon, nous on est dedans, donc on l'a vu venir un peu plus tôt, mais qui a commencé, disons, 2023 dans sa propagation au grand public, a complètement changé toutes les thèses économiques. Moi, j'aime bien cette ironie de l'histoire. Elle est drôle, hein. Il y a des benchmarks qui existent pour calculer la puissance des IA, dont un qui me plaît particulièrement, qui s'appelle The Humanity Last Exam. C'est un set de 100 questions où il y a uniquement 1 à 2 personnes au monde, qui sont généralement des prix Nobel, qui peuvent répondre à cette question. On fait passer Sur les 100 questions, tu en as 2 qui sont hyper difficiles. Non, sur les 100 questions, chacune des 100 questions, il n'y a qu'un être humain ou 2 sur Terre qui est capable de résoudre cette question. C'est-à-dire que c'est le les questions meilleur. sur tous les domaines dans le monde. Tu vas avoir une question de maths, une question de biologie, Exactement. une question d'économie. Exactement. C'est les questions ok. les plus complexes Sur tous les sujets. qui ont été craquées par un être humain. Généralement, c'est un prix Nobel. Ok. On donne aux IA ce Humanity Last Exam. En 2023, il avait 0 sur 100. Aujourd'hui, on est autour de 30. Et il y a 6 mois, on était autour de 20. It's growing day after day. C'est monstrueux. Donc, vous imaginez une question sur laquelle il n'y a qu'un prix Nobel qui est capable de faire la démonstration et de la résoudre, l'IA, elle te la craque en 2 secondes. Conclusion, à quoi ça sert de faire un PhD de nos jours? Ouais. Absolument rien. Les doctorants, allez travailler, vite. Alors, je pense pas que l'IA va remplacer tous les postes dans la société, que ce soit des postes créatifs ou intellectuels. Par contre, je pense que l'IA augmente certains types de postes. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu auras, demain, peut-être que tu auras plus besoin de tous les first-year analystes qui vont passer 1 semaine à te faire un report, mais tu auras toujours besoin d'un individu, d'un être humain in the loop pour prendre une décision, pour réfléchir de façon critique, pour lire ton analyse et anticiper les conséquences. Et donc, je pense qu'on va passer vers des sociétés où on va vraiment reward l'esprit critique. Et ça, c'est fondamental. Et en fait, le fait de passer 6 jours à faire une recherche, à lire toutes les ressources sur Internet, à faire des expériences, etc., ça pourra être fait automatiquement par des modèles d'intelligence artificielle, ça, j'en suis sûre. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais par contre, tu auras toujours besoin d'un individu à la fin pour own la décision. Et donc, ça va pas partir. Et quand tu parles de créativité, je pense que tu dis un truc hyper intéressant, qui est que aujourd'hui, on utilise les modèles pour brainstorm. Moi aussi, je le fais, tu le fais. Parce qu'ils vont t'aider à... Déjà, ils vont te proposer des idées. Et des fois, ils vont te permettre de voir plus loin que là où toi, tu aurais pu voir si tu étais tout seul. Et donc, ils vont expand ton champ de vision. Mais en fait, ça ne tient qu'à toi de prendre une idée, de l'augmenter, de la discard, de penser à autre chose, de lui demander de revoir tes idées, etc. Donc, c'est vraiment, au final, c'est ton idée. C'est pas son idée à lui. C'est peut-être qu'il te l'a proposé, mais l'idée vient de toi et c'est toi qui choisis l'angle sous lequel tu vas la développer. Et ça, je pense que c'est une nuance qui est hyper importante. Les IA vulgarisées comme elles sont aujourd'hui permettent de faire des choses qui sont quelquefois magnifiques. Tu as des IA qui font aujourd'hui, tu as des IA qui peuvent te permettre de concevoir des systèmes qui sont un petit peu à la limite de la recherche fondamentale. On va y arriver dans moins de 2 ans. Des IA qui sont capables de trouver des choses mieux que l'être humain. Et on a des niveaux, mais ça dépend des niveaux de recherche aussi. Ça dépend de la complexité. Et c'est la raison pour laquelle moi je défends beaucoup 2 technologies. La première, c'est le biomimétisme, qui est celle de dire qu'on doit imiter la nature. Par exemple, pour découvrir cette technologie qu'on doit sortir, qui est en cours de validation, d'entraînement, de vérification, pour pouvoir de manière non invasive détecter la glycémie et son corollaire en insuline, on avait besoin d'utiliser des technologies quantiques. Mais derrière, on a utilisé aussi des technologies qui viennent de la nature, notamment d'un poisson qui s'appelle le poisson-éléphant. Et le poisson-éléphant a une caractéristique, par exemple, c'est qu'il a des fréquences de détection qui sont très lointaines. Donc, tu peux rentrer en imitant
tout à l'heure, j'étais avec un deep tech entrepreneur qui utilise le nez du chien pour détecter le cancer. C'est du biomimétisme, par excellence. Après, tu y mets de la data derrière et tout, c'est magnifique. C'est un Marocain. Génial. Il y a beaucoup de gens qui font de merveilleuses choses à travers le biomimétisme. Et donc, quand tu alignes ces technologies et que tu alignes une technologie explicable, donc Tu disais biomimétisme et une deuxième technologie. qui est la technologie quantique. D'accord. Donc, Ok. ces C'est technologies-là, dont tu parlais. Ok. technologies qui sont complexes. Et pourquoi on en est arrivé au quantique? Parce que le seul univers au monde, tu vois la plante que tu as derrière toi, le seul univers au monde où il y a une intrication et un équilibre quantique, c'est le monde des plantes. Et tu ne sais pas pourquoi. Et nous, en train de réfléchir, on est en train de réfléchir à imiter le monde des plantes pour arriver à faire des calculateurs quantiques. C'est une des voies dans laquelle on pourrait s'engouffrer si on voulait demain faire un calculateur quantique. Et donc là, je dirais à cette jeune génération d'entrepreneurs, travailler sur l'IA est une nouvelle technologie. Je pense que l'IA générative est une IA qui est commoditisée. Elle peut être à la portée de tout le monde. Si vous avez quelque chose que vous aimez et dans lequel vous pensez que vous avez une différence à apporter, même si c'est petit, ça va devenir grand parce que si vous devenez très bon dans cette technologie petite, vous vous adresserez à des gens qui en ont véritablement besoin. Donc en tant qu'entrepreneur, faites-le. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez que tous ces extraits sont issus de nos épisodes de podcast. Les épisodes sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On a envie d'atteindre les 100 000 abonnés cette année, donc on a besoin de vous pour y arriver. Partagez le podcast autour de vous, ça nous aidera à continuer à vous amener des invités exceptionnels.